Une année de cinéma est cyclique et ne cesse de se répéter. Une fois que l'éreintante et interminable période des remises des prix s'achève, voilà que celle des festivals s'ouvre avec en point d'orgue son événement majeur, le Festival de Cannes, qui aura lieu cette année du 12 au 23 mai. Ce sera d'ailleurs le sujet de nos coups de cœur et coups de gueule en fin d'émission, avec un retour sur l'annonce de la sélection officielle qui a eu lieu le 9 avril. Alors certes, les années passent, et pour se rassurer, on va plutôt parler d'expérience que d'ancienneté, et pourtant l'excitation, elle, est toujours intacte, et notamment à la découverte de ce fameux mail de validation de son accréditation cannoise qui signe toujours le renouveau de l'aventure. On le sait alors, un monde nouveau va s'offrir à nous. Il y a ce feu au ventre de gamin dans un magasin de jouets à Noël, avec cette pugnace idée que cette année sera sûrement meilleure que la précédente. Et puis, ce petit truc au ventre, ce pincement au cœur lorsque l'on refoule un an après la croisette en direction du Palais des Festivals. Ou le palais lui-même aussi, Ou le d'ailleurs. palais lui-même. Cela pourrait paraître naïf, voire déconnecté, nous qui vivons, c'est vrai, dans un monde aujourd'hui au bord du gouffre. Cela avait d'ailleurs été une question éthique lors du maintien de son édition lors de la période Covid. Mais cela est, je crois, plutôt une sensation saine et naturelle pour tout amoureux du cinéma. Alors qu'attendons-nous d'un film en festival? Qu'il nous amène là où nous n'avions jamais été, qu'il nous pénètre à nous faire trembler, à nous faire gamberger, à nous interroger même sur sa propre réussite ou son échec, qu'il nous fasse vivre non pas une expérience, pour ça il suffit d'aller au Futuroscope, mais une traversée des sens, un haut-le-cœur, une transpiration haletante, un écrasement de poitrine, un casse-tête indéchiffrable. Et même si nos avis vont forcément diverger, notre amour pour un film sera pour un autre une détestation, un film indifférent pour l'un, un événement majeur pour l'autre, si on est là encore et encore, année après année, c'est pour vivre et ressentir ce que seul le cinéma peut transmettre, cette impression de vivre plus fort, plus haut, et ouvrir toujours un peu plus notre regard là où il n'ose parfois jamais regarder, savoir observer ces autres mondes, ces autres histoires et briser indéfiniment les frontières qui nous encerclent dans des vies souvent trop autoguidées. En soi, finalement, savoir se laisser aller au gré des sensations les plus intimes. Alors nous voilà partis pour ce 14e numéro de Grand Angle, où je suis très heureux, comme toujours, de retrouver Pascal. Comment tu vas, Pascal? Est-ce que tu as été un peu excité, justement, par cette annonce cannoise de la sélection récente? Ah oui, toujours. Je suis toujours un peu excité. Je suis toujours un peu dans le même état, l'état que tu décris, qui va se Mhm. réitérer Année quand on après année. retrouvera l'odeur du palais même. Il Mhm. y a un truc de l'odeur là-bas Absolument, ouais. qui me frappe toujours. Et puis en côté, on entre dans une aventure. Au début, c'est tout tranquille. Puis au bout de 24 heures, on est déjà On est déjà... dépassé par les événements. Absolument, Voilà. ouais. Il y a une Ouais. excitation toujours Ouais, particulière. absolument. Alors, de quoi allons-nous parler dans ce 14e épisode? Nous débuterons donc toujours par notre face-à-face critique. Aujourd'hui, nous allons parler de Syndrome de la Tourette avec Plus fort que moi de Kirk Jones, de Passé retrouvé avec Romeria de Carla Simone, de Violence hideuse avec Die My Love de Lynn Ramsey, de Ségrégation avec Le cri des gardes de Claire Denis et de Vibration végétale avec Silent Friend de Ildiko Enyedi. On enchaînera ensuite avec notre entretien, et c'est un vrai plaisir et un honneur de recevoir aujourd'hui Zep, l'auteur très fameux de bande dessinée, évidemment reconnu pour son Titeuf. Il viendra notamment nous parler de sa dernière création, Tourner la page, qui est édité chez Rue de Sèvres et qui sera disponible en librairie à partir du 22 avril. Bientôt 23, j'en doute. 22, il me 22. semble. On pourra confirmer On avec lui, verra, mais on il me verra. semble que c'est le 22. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons conclure par coup de gueule et coup de cœur, mais spécial Festival de Cannes On peut mélanger. 2026. On peut mélanger. On va bien mélanger Ouais. pour faire un peu un débriefing Ouais. de la sélection qui nous est tombée dessus bien tout à l'heure. Alors, on commence par le tout premier film, I Swear. En français, c'est Plus fort que moi de Kirk Jones. Donc, Pascal, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé? Ça parle de quoi? Alors, je ne me fais pas du tout à ce titre français, donc I swear. I Swear ou Plus fort que moi, c'est ça. Alors, Ouais. c'est basé sur des faits réels. Ce film raconte la vie d'un jeune homme qui est atteint du syndrome de la Tourette. C'est une maladie qu'on associe généralement à la production de mots obscènes, mais pas toujours. Elle touche environ 1 ou 10 personnes sur 10 000. Hein. Alors, le héros du film s'appelle John Davidson. Il deviendra plus tard un activiste connu. Alors, le film suit son parcours et permet d'abord au comédien Robert Aramayo, qu'on connaissait un petit peu, on l'a vu dans d'autres films, de performer au point qu'il a raflé le prix d'interprétation masculine au BAFTA Mhm. devant Timothée Chalamet et Leonardo DiCaprio, qui étaient les deux favoris. On était étonnés. C'est pas du tout immérité. Mais voilà, C'est une vraie performance. c'est une vraie performance. Mhm. Alors, bien sûr, il y a des passages obligés. J'aime plutôt bien le film. Il y a des passages obligés. Il y a des moments attendus. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est tenu, qu'il arrive à gérer l'émotion, donc le réalisateur Kirk Jones, et à nous sensibiliser. Mhm. Il y a une bonne dynamique qui vient à la fois d'un montage fluide, rythmé, et du jeu des acteurs qui sont bons, qui sont justes au niveau du rythme. Aramayo en tête, évidemment.
Alors, il faut noter qu'il y avait pourtant là pas mal de pièges. Mhm. Il y avait le piège du tire-larme, Mhm. le piège du pseudo-mélo, le piège du didactisme, du film qui donne des leçons. Ou du feel good un peu Ouais, voilà. trop. Mais il Mhm. n'y a rien de tout cela à l'arrivée. Au contraire, c'est un film à hauteur d'humain qui s'apitoie pas, qui n'essaye pas de s'ériger d'ériger une norme, de nous dicter ce qu'il faut penser ou pas penser. Et là, c'est vraiment appréciable. Même s'il n'est pas non plus un grand film, Mhm. on est en présence, je veux dire, au premier sens du terme. En grand film, c'est un film qui nous dépasserait complètement. On sortirait quasiment les pieds devant, j'exagère un peu, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Il assume une forme d'honnêteté enviable qui fait plaisir à voir. Et au vu de ce qu'a fait Kirk Jones avant, Mariage à la grecque 2, Mhm. Nanny McPhee, voilà, bon, Ouais, c'est au-dessus. Ouais. c'était Mhm. pas gagné. Mhm. C'était Mhm. pas gagné du Mhm. tout. Alors voilà ce que j'en ai pensé en gros. Ouais, alors moi je suis peut-être un petit peu plus dur que toi. Je trouve que Ouais. ça dégouline un peu quand même, ça colle un peu aux dents, c'est un peu C'est un peu mielleux. tendance. Je trouve que en effet, il y a ce côté vraiment trop feel good pour moi qui décrit peut-être pas totalement la dureté quand même de cette vie avec ce Le syndrome. Je trouve qu'en effet, c'est un peu larmoyant quand même parfois, notamment cette histoire avec le garde là, qui décède, etc. Je trouve que ça n'a pas trop de sens de le mettre ici. Un peu de complaisance, etc. Mais donc voilà, je suis peut-être un petit peu plus à distance du film, mais néanmoins. Pour le reste, je suis d'accord avec toi que ce que j'aime beaucoup, c'est l'importance de la pédagogie ici. Mm. On en avait parlé dans La Maison des Femmes, on le retrouve un petit peu ici. L'importance de connaître pour ne pas juger. Ouais. Le fait que l'ignorance va toujours drainer le rejet et souvent la violence et le mépris. Et si la connaissance, l'éducation, le fait de comprendre cette maladie, de l'accepter, va entraîner évidemment une acceptation beaucoup plus facile dans la société Évidemment, contemporaine. évidemment, ouais. Donc, et ça, c'est plutôt évidemment bien amené. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi dans le film cette notion que souvent il dit je suis pas handicapé, c'est pas un handicap. Et je suis plutôt d'accord avec cette idée que je retrouvais aussi avec l'Adamant de Philibert, qui suivait aussi des gens avec des problèmes aussi un petit peu psychologiques et C'est un psychiatriques documentaire ainsi, pour le coup. qui est un documentaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, pour moi, ces maladies-là sont une preuve souvent un peu d'hypersensibilité. Souvent, c'est des gens qui ont une hypersensibilité au monde, bon, sans être psychiatre, hein, mais c'est mon ressenti, et qui, du coup, en fait, vont générer des mécanismes de défense pour s'isoler, pour s'extirper un peu de ce monde qui est parfois trop violent en tout cas pour nous. Ouais, ouais, Et je me ouais. dis parfois que c'est parfois nous les fous ou c'est parfois nous les désensibilisés qui acceptons de vivre dans un monde notamment socialement qui est très difficile. Et je trouve en fait, et ce que je trouve dans cet acteur et à travers lui pardon, cette maladie, bah, une vraie sensibilité, une hypersensibilité qui est, je trouve, très touchante et justement qui va avec cette problématique. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal, plutôt réussi. Mais en effet, pour moi, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu trop maniéré, un petit peu trop huileux, on va dire ça comme ça, dans sa manière de présenter les choses. Néanmoins, ça reste voilà On a vu pire. absolument, ça reste plutôt un beau portrait. Ouais. Et puis une manière d'éduquer les gens aussi sur cette pathologie, sur cette maladie ici. Donc je trouve ça plutôt pas trop mal. Je suis d'accord avec toi. Il est sorti le 8 avril. Il est déjà en salle. On peut passer à Romeria de Carla Simone. Alors, donc, après Nos Soleils, hein, qui avait gagné l'Ours d'Or à Berlin en 2022, ouais. Carla Simone était pour la première fois en compétition au Festival de Cannes l'année dernière. Et ici, on suit les traces de la jeune Marina qui doit trouver une partie de sa famille paternelle, elle qui a été adoptée plus jeune. D'ailleurs, elle cherche en fait l'histoire un petit peu de ses parents pour une histoire de papier pour ses études. Et puis, elle va toujours conserver... Pour une question d'état civil. Ouais. Et elle va d'ailleurs souvent être associée avec le journal intime de sa mère, hein, qu'elle va lire régulièrement et qui est un petit peu son livre de chevet. Et puis, elle va découvrir de nombreux non-dits et des secrets de famille hein, qui va faire naître un petit peu une interrogation sur son avenir et qui va l'interroger évidemment sur le passé, lequel surtout de ses parents disparus. Alors moi j'ai vraiment plutôt bien aimé le film, mais à l'instar d'ailleurs de La Petite Dernière de Hafsia Herzi, où j'avais beaucoup aimé la première partie et le film s'effondrait un peu en fin, en fait je trouve dans Romeria c'est un petit peu pareil. J'ai beaucoup aimé les deux tiers et notamment je trouve que Simone a un regard plutôt juste dans cette quête de vérité, se dégage vraiment une force à l'écran, un combat pour la vérité, dans cet éclatement des tabous, ce désir aussi pour Marina de défendre un peu ses parents, de défendre la mémoire de ses parents qui ont eu, je vais en parler après,
avait une vie un petit peu délurée, compliquée, dans la drogue, etc. Qui est un Donc peu il y a caché, on le caché, découvre. c'est vraiment un tabou, un secret de famille, et il y a ce désir quand même de remettre ses parents à l'avant et de les défendre, et ça, je trouve ça plutôt beau. Et puis, je trouve qu'il y a aussi une très belle interaction entre le présent et le passé, le corps de Marina qui va se confondre avec celui de sa mère. Je trouve qu'il y a des moments un peu de grâce comme ça, plutôt très juste, avec ce passé qui ressurgit, cette mémoire qui s'illumine, et puis malgré évidemment beaucoup de douleur, parce qu'elle est orpheline, elle a perdu ses parents, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'amour qui se dégage de cette histoire et de cette quête de la vérité. Mais comme je disais tout à l'heure, je trouve malheureusement que le film s'effondre dans sa dernière partie avec toute cette très large partie de flashback. Faut expliquer que toute la dernière partie est un long flashback en fait de la vie de ses parents dans les années 80. Et là, c'est hyper cliché. Ah, non, Donc ça je y ne vais pas te va. contredire. Hein, Voilà, ça tu y vas voir va pourquoi. dans le côté hippie, héroïnomane, en blouson noir, Ouais. course tout nu en espadrille. C'est vraiment cliché à mourir. Et du coup, je trouve que ça perd un petit peu toute la magie qu'il y avait au début du film de cette recherche de la vérité. Néanmoins, moi je trouve que Carla Simone, j'avais beaucoup aimé Nos Soleils aussi, est une cinéaste intéressante. Moi je reste quand même curieux de ses prochains films à venir. Je trouve qu'elle a quand même un vrai regard, notamment sur la famille et sur le sens de la famille. Donc je reste quand même attentif à son avenir, à ce qu'elle va faire, mais je reste frustré en fait du film parce que j'étais vraiment absolument conquis, et cette dernière partie très flashback, très cliché, fait effondrer un petit peu l'amour qui se dégageait pour moi de ce film. Donc je suis un peu mitigé, mais encore une fois, ça reste pour moi une cinéaste plus qu'intéressante et qui a de l'avenir, vraiment. Je sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression que tu vas être plus dur que moi. Non, moi j'aime pas le film. Ok. J'aime clairement pas le film. Pour moi, c'était le point faible, l'un des points faibles en tout cas de la compétition Oh, il y avait cannoise pire. 2025. Il y avait Ben, pire. on, Oh, on peut on va en aller- parler d'ailleurs on plus peut tard. prendre les 25 films, les 22 Ouais. films les uns après les autres, et Ouais. je maintiens parce que Carla Simon, donc elle a sorti son propos d'une enquête familiale Mm. et de plans réalisés par Marina elle-même, donc Mhm. l'héroïne. Mhm. Et comme s'il s'agissait de créer à son tour ses propres souvenirs. Alors en parallèle, elle procède à la lecture du journal intime de sa mère, qu'elle découvre. Moi, c'est un procédé qui me fait décrocher par le côté artificiel, par un côté... Dès le début. Ouais, Ok. quasiment dès le début. Mhm. Par un côté faux, enfin qui annule tout, qui annule toute la quête des origines, qui a priori serait un sujet qui m'intéresse. Mais ce qui me gêne encore plus, et ça tu vas pas aimer, mais tu vas pas aimer du tout, Mhm. c'est l'actrice qui joue Marina, Lucia Ah, Garcia. tu la trouves Je la trouve mauvaise? extrêmement, Pénible? extrêmement peu inspirée, pour Ok. dire, Ok. pour dire que je trouve qu'elle a une manière amateur de jouer, de sa manière de... Elle incarne pas, enfin je veux dire, elle dégage rien pour Ah moi. ouais, t'es dur, ouais. Ouais, je suis dur, ouais. je t'avais dit. Entre ce procédé narratif double et cette actrice que je sens un peu, que je sens pas hyper bien Et puis ce dirigée, moment où elle retrouve un petit peu sa mère, là, ce moment un petit peu. Non, j'ai ça déjà va touché. décroché. Ouais, J'ai déjà c'est déjà décroché. fini, ouais. À Ok, Cannes, il faut des ok. films mieux que ça pour qu'on tienne. Il faut vraiment, surtout en compétition. Ouais. Alors je sais qu'elle avait découvert en 2022 à Berlin avec Mhm. Nos Soleils. Que tu avais aimé ou pas? Non, Non, j'avais ok. pas aimé. Et Ah j'étais ouais, je très comprends. gêné parce qu'ils étaient dans mon hôtel quand ils avaient eu Fallait le pas leur prix le dire. soir même. Non, j'ai rien dit. Ils fêtaient ça au champagne. J'étais content pour eux, mais moi, Ça ça n'avait me pas touché plus que ça. c'était étonné que le film, qui était comme un petit film de la compétition berlinoise, à Berlin, voilà. Bon, le film est dans la lignée, donc forcément, si t'as pas Non, il apprécié est Nos dans la Soleils, lignée, dans la ouais, lignée. Mais il y avait un compliqué. autre film Ouais. qu'elle a fait avant que j'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu. Été 93, un truc comme ça, Je me non rappelle pas, peut-être. qui devait Ouais. être à la quinzaine de la semaine de la critique, Ok. encore avant. Mhm. Qui est sans doute dans la lignée, je pense. Voilà, pour moi, c'était un peu le maillon Le point faible de la faible, compétition cannoise 2025. Et le Mais il n'est film, pas le seul. ouais, et le film est en salle aussi. Il est Tout de sorti suite. le 8 avril aussi. Ouais. Ouais. Alors, on passe à un autre film qui était à Cannes l'année dernière, Ouais. Die My Love de Lynn Ramsey. Vas-y, Pascal, qu'est-ce que t'en penses? C'est moi qui dois commencer. Exact. Alors, c'est construit autour d'un couple qui s'appelle Grace et Jackson, qui viennent d'emménager dans une maison du Montana. Ils ont quitté New York et ils viennent d'avoir leur premier enfant. Mais Grace, elle sombre de plus en plus dans une sorte de folie qu'on n'arrive pas à définir. Elle perd petit à petit et même totalement pied. Et pour moi, c'est aussi un des plus mauvais films de la compétition cannoise 2025, au point que je m'étais dit, il va pas sortir. Ou ils vont avoir de la peine à sortir, malgré la présence de deux stars, qui a quand même Robert Ah, Pattinson si, quand même, c'est tellement et bankable. Jennifer Ah, Lawrence. non, c'est sûr. Non. Alors, on retrouve Robert Pattinson, donc on vient de quitter dans The Drama, qu'on a aimé, hein, Qu'on a qu'on n'a pas détesté aimé. au dernier épisode. et Ouais. qui cette fois doit affronter une Jennifer Lawrence qui est totalement hystérique, qui a un rôle dangereux, de femme dangereuse.
C'est clairement l'exploration d'une névrose, le film, plus exactement d'une dépression postpartum dans ce qu'elle a de plus, dans ce qu'elle a de pire. Alors, à la fin de la séance à Cannes, j'étais partagé, on me disait, est-ce que c'est un grand film de trauma ou est-ce que c'est moi qui trouve ça pachydermique et grotesque au point de le rejeter, alors que d'habitude, le cinéma de Lynn Ramsay, qui est une cinéaste que j'aime plutôt bien, toi pas, mais c'est pas une cinéaste que je déteste, voilà, pour être plus exact. J'ai rien contre. Voilà, j'en ai retenu ce qu'il y a de plus pénible. Et en plus, je trouve que le jeu outré, éclaté de Jennifer Lawrence, qui veut faire une performance pour le prix, d'ailleurs elle l'a pas eu, avec qui s'imagine, comment dire, qui s'imagine grande actrice en fait. Non, mais qui s'imagine avoir tout d'un coup le droit de jouer dans des films prétendument autoristes. Parce que Lynn Ramsay, c'est quelqu'un c'est la cour des auteurs, c'est pas le mainstream hollywoodien. Alors, aux côtés d'elle, Robert Pattinson, il l'a subi, je trouve. Le pauvre, il fait ce qu'il peut. Comme dans The Drama d'ailleurs. Exactement. Il fait ce qu'il peut, le pauvre. Et nous, à notre tour, on subit le film. Et c'est un film qui est à la limite agressif par rapport à nous. Violent, je trouve, violent, qui nous aime pas. Et qui était pour la forme qui va crescendo. Donc, c'est pas un film qui va vers l'apaisement, au contraire. Jusqu'à un point de non-retour que je vais pas révéler. Alors, c'est structuré comme suspense. Je pense que cette cinéaste écossaise, je crois, britannique en tout cas, s'est laissée déborder par son casting, s'est laissée déborder par son sujet, par ses enjeux, voilà. Le sujet est pourtant dans la ligne de ses obsessions et de sa réflexion sur le mal. Je me souviens de We Need to Talk About Kevin, que moi j'aimais bien. Au Beautiful Day aussi. Moi j'aime moins Beautiful Day. Moi non plus. We Need to Talk About Kevin, j'aime beaucoup. Mais l'autre, non. C'est l'autre, c'est Joaquin Phoenix. Exact. C'est aussi Cannes. C'est tous Cannes d'ailleurs. Mais le résultat pour moi est raté. Il s'enlise une sorte d'incapacité à gérer ses comédiens, ses enjeux. Son film, c'est pas géré. Un film pas géré, on en fait ce qu'on veut, on gère pas non plus la réception, donc je le rejette. Je suis absolument d'accord avec toi. C'est ce que moi, pour le coup, c'est ce que j'ai vu de pire à Cannes l'année dernière. C'est le pire film que j'ai vu pour moi. Et en effet, j'ai pas eu de temps non plus parce que ça m'a profondément gêné, profondément agacé. Je trouve que c'est un machin cinématographique super forceur, super forcé. Jennifer Lawrence qui est en surjeu permanent, comme on vient de le dire, Pattinson qui est complètement paumé face à elle. Elle veut prouver un truc. La violence est, je trouve, hyper gratuite, idiote. Je trouve que le film vulgaire, grossier, la mise en scène est absente. C'est de la provoque. Pure et dure. C'est pas de la provoque, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans la provocation qui m'a vraiment profondément gêné. Ça parle pas de grand chose, hormis le sujet. Le sujet est passionnant. Comme tu l'as dit, la dépression postpartum chez la femme. Au fond, elle le traite pas. Rien du tout. Le sujet est vraiment passionnant, mais c'est pas du tout traité. Non. Il y a un jeu aussi insupportable avec le son, avec le niveau sonore qui l'augmente beaucoup trop fort également. Donc en fait, on a toujours l'impression de se faire agresser avec une violence purement gratuite. Je trouve que cette femme, elle est complètement décérébré, c'est une sorte de pantin autodestructeur qui ne réfléchit pas, qui subit, qui est une sorte de souffre-douleur également. On ne l'aime pas, mais elle est dans une sorte de posture hyper désagréable. Je trouve que aussi le film est profondément ennuyant parce qu'il y a des allers-retours permanents également entre il se retrouve, il se quitte, il se retrouve. L'apaisement et la rage. C'est vraiment insupportable et ça en devient vraiment profondément ennuyant. Donc c'est vrai qu'à force de vouloir choquer, en fait, comme tu l'as très bien dit, le film dégoûte et on en sort vraiment usé du film, lessivé. Parce qu'en plus, on ne lit rien. On ne lit rien dans ses yeux de ce couple, on ne lit rien dans les yeux de Jennifer Lawrence, on ne lit rien dans les yeux de Robert Pattinson. Donc en fait, c'est un film épuisant. Moi, j'aime pas du tout Lynn Ramsay, donc je suis pas surpris. En effet, j'avais trouvé ça exécrable au Beautiful Day également, avec aussi une violence purement gratuite avec Joaquin Phoenix, donc je n'étais pas surpris. Ouais, Kevin était bien. Mieux. Ouais, mais Lynn Ramsay m'a toujours laissé un petit peu de côté, donc c'est vrai que moi, vraiment, je suis passé totalement à côté du film. Je le trouve vraiment profondément mauvais. Et je crois qu'on a assez détruit. Je pense qu'on peut passer. On a assez fait, on va pas en dire plus. Non. Et le film n'est pas encore sorti. En revanche, il va sortir le 29 avril. C'est le 29 ou le 22 29, la semaine prochaine. Ouais. On peut passer maintenant au Le Cri des gardes de Claire Denis.
Ouais. Alors, donc, on est en Afrique de l'Ouest. Il y a une frontière un peu de barbelés dans un camp là qui va séparer deux hommes qui vont se faire face. Horn, qui est un Américain, qui est interprété par Matt Dillon dans le film, qui est patron d'un chantier de travaux publics, et Albouri, qui est une personne qui vient d'un village africain voisin et qui va en fait réclamer le corps de son frère décédé récemment sur le chantier. Et il ne quittera pas les lieux avant Tant qu'il d'avoir l'a pu pas. récupérer le corps de son frère mort. Et lui, c'est Isaac de Bancolé qui a déjà tourné 3 fois avec Claire Denis avant. Au milieu de ce face-à-face, on Désolé, j'ai a... fait la parenthèse. Mais... Ouais, bien sûr. Au milieu de ce face-à-face, on a la femme de Horn qui va arriver là, et puis, un peu plus tard, et puis un jeune ingénieur, et puis ça fait un peu un quatuor comme ça Ouais. d'acteurs. Donc le cri des gardes, pour rappeler en effet une adaptation de une pièce de théâtre de Bernard-Marie Coltès, Combat de nègres et de chiens. Ouais. Nègre au singulier, chien au pluriel. Exact. On ne peut évidemment pas nier le talent quand même inné de Claire Denis pour savoir jouer des espaces clos, Quand même. quand même, Ah, on ouais, ne va on pas est nier d'accord. ça, et pour engendrer la tension dans les espaces clos. Moi, je me souviens avec plaisir de l'excellent High Life avec Robert Pattinson, qui était aussi un huis clos, mais un huis clos spatial, qui parlait de folie, mais dans une forme de lecture survivaliste comme ça. Avec Le Cri des Gardes, on est aussi dans une forme de huis clos, Ouais. évidemment, Ouais. mais on l'est là dans une... La question n'est pas de survie comme dans High Life, mais dans une forme de folie raciale, avec une barrière absolument honteuse qui va s'installer entre blanc et noir, avec cet enclos, en fait, qui se veut possiblement civilisé face à une nature extérieure et sauvage. Et pourtant, on comprend très rapidement que la partie civilisée, la partie digne, la partie humaniste, la partie respectable, elle est en dehors de cet enclos. Et que les vrais fous, la vraie violence, elle est à l'intérieur de cet enclos. Donc il y a vraiment un très intéressant jeu d'espace et architectural dans le film qui est très intéressant ici. Je trouve que le personnage aussi de la femme est intéressante. Elle débarque ici. Bien qu'effacée, quand même. Bien qu'effacée, mais je trouve qu'elle amène quelque chose où elle se balade comme ça en talons dans cet d'espace de folie ici. Donc, moi, je trouve le film plutôt bon de ce côté-là, avec le talent inné quand même de Claire Denis pour faire vivre la tension à travers cet espace clos. Néanmoins, le film ne me convainc pas totalement. C'est vrai que je le trouve relativement... Alors, j'ai l'air théâtral, c'est tiré d'une pièce de théâtre, donc je peux Bah le oui. comprendre. Mais néanmoins, le C'est film, assumé. c'est assumé. Mais je trouve que le film est quand même très théorique, très procédé, très théorique, très Je métaphorique. suis d'accord. Et du coup, ça passe un peu, ça ronronne un peu, ça casse un petit peu le rythme du film, car le film est très cérébral, très théorique, et du coup manque un petit peu de vitalité, je trouve, et peut un petit peu ennuyer un petit peu, peut s'avérer un peu pompeux, je trouve, dans sa manière de filmer. Donc c'est pour ça que moi je suis pas totalement convaincu du film. Néanmoins, je trouve que c'est déjà 2 ou 3 étages supérieurs que Stars at Noon, qui était son précédent film, C'était le Cannes, c'était à Cannes, ça. qui était à Cannes, qui avait gagné le Grand Prix du jury d'ailleurs, qui était lamentable pour moi, vraiment horrible. Donc Qui je était trouve faible, que déjà, faible. on est au-dessus, mais on est évidemment bien loin des chefs-d'œuvre de Claire Denis quand même, Beau Travail ou Trouble Every Day, qui sont des chefs-d'œuvre pour moi absolus. Mais néanmoins, je trouve que là, on a une belle démonstration de force qui parle de ces démons coloniaux, de ces terres un peu racistes, d'une terre blanche envahissante. Et puis, voilà, il y a vraiment un vrai message comme ça sur la ségrégation, sur le poids du colonialisme, sur le poids du racisme en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes, mais je trouve le tout un peu trop théorisant pour moi. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je suis à la fois d'accord et c'est pour ça que j'aime le film. C'est-à-dire que ce côté extrêmement théorique, moi, ça me plaît. Ok. Pour moi, je vois d'abord un grand film formel, enfin, en tout cas, un film formel, un film qui est théorique, comme tu le dis, qui est un peu froid quelque part, Absolument, une certaine froideur, qui nous met un peu de distance, qui s'interroge sur les limites de la représentation, parce qu'il y a un cadre très abstrait, cette ère d'ère de travaux, c'est pas ce quoi chantier, d'ailleurs, ces aucune idée de ce que bicoques, ces miradors, et au milieu il y a des personnages qui s'affrontent derrière des barbelés. Alors, comme Coltès, donc l'auteur de la pièce à l'origine, Bernard-Marie Coltès, qui est décédé du sida il y a 1989, je crois. Claire Denis, elle se défend de faire un film politique ni de traiter du colonialisme. Lui, il s'en défend complètement dans des écrits de l'époque. J'ai retrouvé ça. Et elle aussi, quelque part. Et du coup, c'est pas tellement un film politique. Quelque part, c'est l'opposé du film à sujet pour moi. Et ça me plaît. On est plutôt dans une sorte de huis clos détourné, une immersion oppressante avec des expatriés qui cohabitent et qui essayent d'interagir dans un espèce d'endroit qui les écrase. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant et presque fascinant, c'est la lecture homosexuelle du film.
qui est en filigrane avec ces deux hommes qui cohabitent dans un baraquement avant l'arrivée de la femme. Absolument. Ouais. Ça va pas changer grand-chose. On se demande si c'est pas un couple au fond. Possible. C'est pas abordé, c'est vaguement évoqué dans le film, mais vraiment vaguement. Claire Denis, elle s'en sert à peine d'ailleurs. Elle se mouille pas là-dedans non plus. Elle reste en espèce de froideur par rapport à tout ce qu'elle montre. Et c'est un film où l'abstraction domine et où l'abstraction triomphe. Et moi, j'aime bien ce qui est abstrait. Par exemple, j'aimais le nouveau roman dans la littérature française parce que c'est le nouveau roman qui racontait rien, etc. Pour cette raison-là, j'aime Le Cri des Gardes qui a été un peu malmené dans les festivals où il était maltraité. Pas assez bien traité. D'ailleurs, il sort en catimini. Là, on a une sortie presque technique en Suisse. Et je trouve qu'il faut aller le voir parce que quand même Claire Denis, c'est quand même pas la... C'est pas rien. Non, c'est une immense cinéaste actuelle. Ça reste une immense cinéaste. Ouais. Et elle se paye le luxe en même temps d'engager, de travailler avec Matt Dillon. Après Robert Pattinson, il y a une logique, je trouve. Absolument. Dans cette Non, il y a beaucoup de choses intéressantes, c'est vrai, mais moi je trouve... ça m'a mis un peu à distance, mais je trouve ça très intelligent, je trouve ça brillant, je trouve ça évidemment brillant, etc. Mais je sais pas, moi je trouve que ça manque un peu de chien, un peu de vitalité, un peu de quelque chose. Moi j'ai aimé pour ces raisons-là, donc voilà, on est d'accord. On est d'accord sur le désaccord. Dans le désaccord, ouais, absolument. C'est sorti le 8 avril. Exactement. Et je sais pas si ça va rester très longtemps à l'affiche, donc il faut aller le voir. Et on passe au dernier film, et là je pense qu'on sera d'accord sur celui-là, on va voir. Non, Silent Friend de Ildiko Enyedi. Vas-y Pascal, je te laisse la main. Moi je sais pas comment résumer ce film, ça tient pas facile. Hein. Ça tient en quelques mots. Ouais. Une question, c'est comment le rythme des arbres ou des fleurs peut raconter celui de l'humain, peut se mettre au diapason de l'humain. C'est un film qui raconte les rapports entre l'homme et la nature, mais pas seulement en rapport contemplatif ou en rapport passif, en rapport vraiment presque charnel, presque... interactif. Voilà. En fait, le film s'articule, il se divise en 3 temporalités, avec au centre, en arbre, j'ai noté son nom, le ginkgo biloba, qui existe vraiment, qui semble être un arbre qui est le témoin des siècles qui passent, du temps qui s'écoule. Et qui est sur l'affiche. Hein. Et qui est sur l'affiche. Et d'après ce que j'ai lu, ça vit au minimum 1000 ans. Donc on peut pas savoir, on n'a pas pu le voir naître. Alors le premier segment se déroule en 1908 avec une femme qui se bat pour entrer à l'université. Ensuite on traverse les années 70, plus libre, plus déferlante, plus comme ça, vivace. Voilà. Et ensuite on se retrouve en 2022 à l'époque du confinement où tout le monde se retrouve coincé chez lui. Et cet arbre il continue à être là, il est toujours là. Et on a l'impression que le film ne raconte rien. Et en réalité, Silent Friend, il embrasse le monde. Ça raconte le monde. C'est ça qui est fou. Ildiko Enyedi, la réalisatrice hongroise, elle tente de capter les vibrations communes que l'homme a éventuellement avec les plantes et les arbres. Alors, des vibrations qu'on ne sent pas. Là, il y a des plantes dans ce studio, moi, je ne sens rien. C'est des fausses en plus. Toi, non plus, mais ça aurait été des J'espère. J'ai fait exprès. Je sais. Et certains m'ont dit, après avoir vu ce film, on n'aura pas le même regard. On ne verra plus la nature comme avant. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, d'abord, on le savait déjà. Mais... Bah oui, mais on continue à observer le règne végétal comme avant. Enfin, je veux dire, y a pas... Il faut parler aux plantes, en plus. C'est important. Mais si. Si, oui, sans doute, mais voilà. Toi, tu le fais? Ah oui, bien sûr. Non, je ne crois pas. Je leur dis pouce. Tu parles aux fausses plantes, pas aux fausses plantes. Au vrai. Mais en revanche, le film, il titille nos consciences, il réveille nos consciences. Et pour terminer, je ne vais pas faire trop long, parce qu'on a déjà pas mal parlé. Tous les films de cette cinéaste hongroise, que j'aime plutôt bien, qui étaient révélés par la Caméra à Cannes en 1989, avec Mon 20e siècle. Qui était un joli petit film. Elle avait un Ours d'or à Berlin avec Corps et âme en 2017. Et là, avec Silent Friend, qui aurait pu avoir le Lion d'or à Venise. Il a eu un prix à Venise? Il a eu un prix, mais je ne saurais plus dire lequel. Okay. On s'attendait au Lion d'or. Puis il y avait Jarmusch qui est arrivé. Très bien, Jarmusch. Ouais, mais c'était juste pour contrer la voix de Indra Jab. Ouais. Non, je sais que tu adores le Jarmusch. Mais moi, j'aurais presque vu ça plus comme en Lion d'or. C'est mon film préféré d'elle. C'est une cinéaste que j'aime beaucoup, qui ne tourne pas énormément. Qui avait eu un précédent film qu'on avait vu à Cannes en compétition, et je pense qu'on va être grosso modo d'accord. Qu'en penses-tu? Je suis absolument d'accord avec toi. Ça parle de transmission de vibrations, comme tu l'as dit. On pense à Wera Setakul quand même, avec Memoria, où lui, avec Memoria, la transmission était par la vibration du son.
hein. Ouais. On peut reparler aussi des Échos du passé de Chlinsky aussi, où Ouais. il y avait aussi cette transmission, mais par le traumatisme féminin. Et là, Enniedi, en effet, nous parle de traumatisme de transmission par la vibration végétale, comme tu l'as très bien Mm. dit, qui absorbe les vibrations corporelles. Et là où le film m'a passionné, c'est que en fait, il s'oppose absolument à ce que filme Malik. Malik filme la nature de manière transcendantale, une nature qui pour lui est immuable, hermétique aux hommes. La nature chez Malik, elle est là, mais elle est en observatrice externe du monde. Presque un en fait. personnage. Presque, Exact, mais elle est en observatrice. Mm. Et avec Enniedi, en fait, elle prend totalement le contrepoint. Et en fait, ici, la nature, elle est poreuse, elle est le témoin majeur de l'évolution des hommes, et même elle participe à l'évolution. C'est-à-dire que la nature, en fait, elle va être partie intégrante d'histoire d'amour, elle va être partie intégrante de découvertes scientifiques, Ouais. elle va être partie intégrante de la mémoire. Oui, Et en parce qu'il y a fait, toutes ces étapes historiques qui se succèdent. absolument. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est ce contrepoint-là entre une nature que l'on voit souvent au cinéma comme immuable, comme sublimée, mais comme sans interaction avec l'homme et l'histoire de l'humanité. Alors que là, Enniedi prend vraiment le contrepoint de ça. Et ça, je trouve ça absolument merveilleux de parler comme ça. Et puis, on a vraiment, comme tu l'as dit, une force aussi, je trouve, tranquille dans le film. Ouais. Une force de quiétude qui nous éclate un peu au visage, avec une forme de beauté, de béatitude. Et puis avec toutes ces histoires étalées, avec ces trois époques, avec des petites histoires aussi parallèles, comme ça, qui s'agrègent au fil du temps. Et le film comme je disais, une force vraiment tranquille. Donc, moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. J'ai trouvé ça très beau, très touchant. Et en effet, la relation de l'homme à la nature est toujours quelque chose qui m'a passionné au cinéma. Et là, avec ce point de vue, m'a particulièrement Il y a peu de films qui en intéressé. Absolument. Et puis, j'aimerais citer, et j'adore cette séquence, lorsque, à un moment donné, c'est dans la période des années 70, 70, 80, où je ne sais plus si c'est la femme ou l'homme qui disent « Ah, mais en fait, moi, quand je suis dans la nature, maintenant, c'est comme si en fait, j'étais tout nu et qu'il y avait des milliers de personnes qui me regardaient. Oui. Et en fait, j'adore Ah cette ouais. phrase parce que ça résume absolument en fait, ce que veut nous dire ce film. C'est qu'en effet, cette nature, c'est pas qu'elle nous observe, mais c'est qu'elle est là avec nous et qu'elle nous accompagne et qu'elle peut même interagir ou changer certaines destinées. Donc ça, vraiment, je trouve ça vraiment passionnant. Donc un film qui apaise, qui ouvre les consciences, en effet, aussi sur ce monde végétal, qui est d'une grande délicatesse, d'une grande générosité. Donc on fonce, clairement. Et j'aime bien cette séquence où il fait peur à la plante. Oui. Il y a une séquence où je ne sais plus quand. Où il essaye de essaie hurler faire dessus peur pour et essayer ça de créer ça se voit au niveau du au niveau des sismographe. vibrations, Ouais. absolument. Donc non, il y a vraiment beaucoup de scènes super intéressantes. Et du coup, on court le voir et il est sorti le 15 avril. Ouais. Enfin, il sort je crois, le 22 à Lausanne. Il n'est pas tout à fait les mêmes dates en Suisse romande, mais D'accord. regardez Donc, les on va Memento, dire il sort entre le 15 15 et le 22 22 avril. avril. Ça, il ne faut pas le rater parce que Non, vraiment très beau film. ça va pas être un gros succès du printemps. Il faut aller le voir. Eh bien, on peut inviter maintenant notre invité du jour. Bienvenue Zep, c'est un Zep, vrai salut. plaisir de te Bonjour. recevoir ici. Bienvenue à toi. Alors, je vais faire un petit peu un résumé de ta carrière. Donc, tu es né à Honnay, donc en Suisse, et tu dédies d'ailleurs ton alias à ton amour de Led Zeppelin. Tu vas entrer très jeune à l'école des arts décoratifs de Genève et tu vas lancer ta carrière de dessinateur de BT en 1985 dans le journal de Spirou, puis ensuite quelques collaborations avec Fluide Glacial, avant de lancer en 1992 ton personnage de Titeuf. Et là, évidemment, c'est l'immense succès, hein, 1 million d'albums vendus en 1998, 16 millions traduits en 25 langues en 2008. Mais pas que. Tu es aussi musicien, grand fan de rock, je viens de le dire par rapport à Led Zeppelin. Tu as notamment, ça t'a inspiré notamment des BD comme L'Enfer des concerts. Tu as réalisé aussi des peintures murales, notamment à Honnay, dans ta ville natale, enregistré des disques, des illustrations de pochettes d'albums et j'en passe. Et puis côté cinéma, parce que c'est un peu le sujet ici du podcast, tu as écrit et réalisé le film Titeuf en 2011. Tu imagines et écris la vie de JC en septembre 2021, qui a été diffusé sur la RTS avec notamment Yann Marguet. Et en 2024, tu écris le scénario d'un court-métrage Éternité, avec notamment Brigitte Rosset, qu'on a reçue ici à Grand Angle il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, tu es là notamment pour parler de cinéma avec nous, mais aussi pour présenter donc, ta dernière création, Tourner la page, qui est éditée chez Rue de Sèvres et qui, là je voulais confirmer avec toi, est disponible en librairie depuis le 22 avril. Le 22, c'est ça. Depuis le 22 avril. Donc, Hier. Ouais. Oui, donc je sais pas si toi tu le montres toi ou moi. On voit bien là.
Donc disponible. Alors la diffusion sera le 23, donc il est diffusé. Il est disponible depuis hier en librairie. C'est ça. Ouais. Alors avant de revenir donc dessus, on va parler évidemment de tourner la page. J'aimerais évidemment connaître un petit peu ta relation au cinéma et surtout à quel point peut-être le cinéma, des films, des auteurs, des metteurs en scène, on peut peut-être influencer ton propre travail de dessinateur personnellement dans tout ce que tu as fait. Alors, oui, bien sûr. Moi, je suis cinéphile et j'ai découvert le cinéma comme cinéphile en étant jeune homme, donc vers 17-18 ans, comme ça, où j'ai commencé à aller au cinéma par moi-même en découvrant des choses. Et puis, j'avais un ami proche qui était projectionniste et donc dans un cinéma genevois qui était un peu ciné-club. Donc, on allait aussi, on pouvait se glisser gratuitement entre les projections. Ouais. Et puis, on a commencé, nous, avec cet ami Jean-Manuel Grob, à faire à emprunter du matériel ou à commander par le cinéma des bobines. À l'époque, on commandait de la bobine. Bien sûr. Pour faire des projections privées, des ciné-clubs privés. Et là, on présentait nous-mêmes les films, donc on devait s'intéresser aussi au parcours des réalisateurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a enthousiasmé. C'est aussi des années où j'ai découvert des jeunes cinéastes, enfin des nouveaux cinéastes de l'époque, comme Jim Jarmusch, même Kieslowski, qui venaient au ciné-club universitaire. Donc, on pouvait les rencontrer, on pouvait parler avec eux. C'était assez fascinant. Et il y a une manière de traiter le récit, évidemment, qui n'est pas comme la bande dessinée, mais qui m'intéresse aussi énormément parce qu'elle est beaucoup... on a plus de place au cinéma, donc on peut plus travailler le dialogue, on peut être vraiment sur les ambiances, et j'ai toujours été très client de ce cinéma-là. Est-ce que justement, tu as, donc, comme je le disais tout à l'heure, réalisé Titeuf en 2011, est-ce que ce serait une envie pour toi d'ailleurs de revenir dans le milieu du cinéma d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs, de peut-être adapter en cinéma d'animation un autre personnage de BD ou partir d'ailleurs d'une nouvelle histoire totalement inventée ou de la fiction? Comme Marjane Satrapi qui est passé de l'animation à la fiction. Absolument, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui reste dans un coin de ta tête actuellement? Alors, toujours, beaucoup plus sur le film live que sur l'animation, parce que l'animation, c'est vraiment extrêmement lourd comme manière de travailler, c'est très lent. Enfin, quand on fait de la bande dessinée, c'est rare qu'on ait envie de faire de l'animation, parce que c'est un petit peu tout à coup faire de la bande dessinée, mais avec des boulets énormes aux pieds. Donc tout à coup, au lieu de travailler seul sur une histoire, on travaille avec 200 ou 300 personnes. Alors maintenant, la technique fait que les équipes peuvent un peu se réduire, on l'a vu, mais même un film comme Arco, qui est magnifique, qui est sorti récemment, quand Hugo Bienvenu a commencé dessus, on a beaucoup communiqué sur le fait que c'était une toute petite équipe, ils n'étaient que 2 ou 3. Non, ils sont quand même des dizaines. Donc ça reste quelque chose qui est très lourd. Par contre, le cinéma, pour ce qu'il offre, que la bande dessinée n'offre pas, notamment l'espace, le temps plus long, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc j'écris régulièrement des scénarios que je mets dans une boîte dans mon ordinateur, qui donnent parfois une bande dessinée comme celle-là, Tourner la page. C'est un scénario à la base que j'avais écrit sans savoir si ce serait pour du cinéma ou pour de la bande dessinée. Pour finir, ça devient une bande dessinée parce que moi, c'est mon média direct et j'ai besoin de convaincre assez peu de monde, en fait, contrairement au cinéma où toute cette marge d'approche où il faut rassembler beaucoup de gens et beaucoup d'argent pour faire un film, effectivement, quand on a la possibilité de faire une bande dessinée, c'est beaucoup plus simple. Alors moi, je pose une question directement sur l'album que j'ai énormément aimé. Merci. Et que je trouve au fond très noir. On y parle quand même de mort, d'oubli, d'usurpation d'identité, des thèmes assez lourds comme ça. Et en même temps, qu'il y a une forme très claire, très colorée, très légère, très, très agréable à la lecture, presque printanière, si j'ose dire. Pourquoi ce paradoxe, si tant est que c'en soit un? Pour moi, au départ, quand j'ai écrit la première mouture, je ne savais pas si ça allait être une comédie ou quelque chose d'un peu plus noir, plus un thriller. C'est une sorte de conte moral, mais ça pouvait glisser dans la comédie. Et pour finir, il y a des parties de l'histoire qui sont proches de la comédie, la manière dont c'est traité, dans les dialogues, et d'autres qui sont plus sombres, effectivement. Mais c'est aussi un genre que j'aime au cinéma, de dire que c'est pas une comédie n'est pas une comédie, on est là que pour rigoler. On va aussi traverser des thèmes qui sont un peu plus sombres. Plus sombres,
Et il y a un terme qui m'a fait rire parce que dans Grand Angle, à l'émission précédente, on riait sur le fait d'utiliser le terme nécessaire pour un film et on n'aimait pas du tout ce terme, on le trouvait vraiment mauvais. Puis on le retrouve en fait un Ouais. petit peu en sarcasme dans Il y est. dans la BD, donc ça m'a fait rire. Mais en tout cas, ce qu'on retrouve en effet, c'est qu'il y a beaucoup de dérision sur cette réception critique, sur ce monde médiatique un petit peu avec laquelle tu uses d'humour et de sarcasme. Est-ce que c'est voilà ce monde-là où le monde médiatique peut déconstruire un artiste ou le monter tout en pièces alors qu'il n'a pas fait grand-chose? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel voilà, tu voulais quelque chose qui t'agace, sur lequel quelque chose que tu voulais un petit peu attaquer avec cette BD, avec ce milieu un peu de la bien-pensance parfois un peu parisienne que tu décris avec l'émission de Yann Barthès aussi dans le livre? Tu voulais un petit peu t'attaquer à à ce C'est un monde-là milieu ou... qui m'amuse Ouais. plus qu'il m'agace. Ouais. Je trouve que c'est une belle comédie humaine, en tout cas. Il y a beaucoup de termes comme ça pour qualifier. Vous le savez bien, quand il faut donner envie aux gens de lire ou d'aller voir un film, voilà, on va dire que c'est un film qui est essentiel, qui est nécessaire. On en fait trop, des fois, c'est pas grave. Mais c'est bien. Il faut donner envie aux gens d'aller au cinéma. Mais j'aimais bien cette idée où le héros lui-même, en fait, pour vanter son propre travail, utilise ce genre de choses qu'on a dit sur lui à un moment, mais qu'on dit plus. C'est l'histoire d'un personnage qui est une sorte de has-been, en tout cas, qui est sur la pente descendante. Donc, il essaye de convaincre son éditrice que son livre est un livre nécessaire. Et là, elle le raille un petit peu, alors qu'on sent que c'est un discours qu'elle a dû tenir, elle, sur les livres, en disant rassure-toi, il n'y a aucun livre nécessaire. Les gens qui ne lisent pas survivent très, très bien. bien. Et Ouais. c'est des discours qu'on a entendus aussi beaucoup pendant le Covid. Ouais. Pourtant, on prêchait pour ma paroisse, mais quand j'entendais voilà, ça faisait partie des essentiels. Non, ça fait partie des essentiels. Si les gens ne lisent pas, ils survivent très, très bien. Ouais, Par contre, si on les prive d'eau et de nourriture ou d'oxygène, c'est plus compliqué, là, on a un vrai problème. Ouais. Donc, des fois, on se perd un petit peu, mais c'est un péché d'enthousiasme, en fait. On a envie de partager quelque chose auquel on croit. Je vais poser des questions sur les références. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes qui apparaissent dans le livre. D'abord, savoir est-ce que L'Éclipse, qui est le titre du roman de l'auteur, se réfère au film d'Antonioni ou c'est un hasard? Non, c'est un hasard. Je l'ai vu après. Ouais. D'accord. Il y a des références à Kafka, La Métamorphose. Ça, c'est des références directes. Pourquoi? C'est un livre que j'ai lu quand j'étais adolescent, que j'ai beaucoup aimé. Et c'est un livre sur disparaître et devenir quelqu'un d'autre. Alors, en l'occurrence, là, c'est devenir un autre qui n'est pas très, très joyeux. Cool. Mais c'est un thème qui, de toute façon, fait rêver, cette idée de disparaître et de devenir un autre. Et puis, une petite référence, en clin d'œil à Tintin, L'île mystérieuse, on voit la couverture qui apparaît. Bon, ça, je pense que... Il y a toujours des références à la bande dessinée dans mes bandes dessinées, parce que c'est ma première... culture. Moi, j'ai lu exclusivement de la bande dessinée jusqu'à très tard, jusqu'à 17 ans. J'ai pas lu un seul roman. J'en lis toujours, mais je lis pas seulement de la bande dessinée, mais jusqu'à 16-17 ans, j'ai lu que de la bande dessinée. D'accord. Ce qui était un gros souci pour mes parents et mes professeurs. C'est pas assez sérieux. À l'époque, c'était... Aujourd'hui, je pense qu'un jeune qui lit que de la bande dessinée, on est déjà vachement content qu'il lise. Mais là, c'était un petit peu comme... Enfin, ça avait l'image qu'a le jeu vidéo aujourd'hui. Donc, on pensait que quelqu'un qui passait ses journées à lire de la BD tournerait forcément très très mal. Ce qui est vrai, je suis devenu auteur de bande dessinée. Quel BD tu aimes actuellement? Quels auteurs ou quels personnages quelle série de BD? Il y a énormément de choses qui sortent. Enfin, la bande dessinée, elle est plus vaste qu'elle n'a jamais été, j'ai l'impression. J'aime bien, justement, on parlait de Arco, j'aime bien Hugo Bienvenu. Je trouve que c'est un auteur qui fait des livres vraiment intéressants. J'ai lu récemment, voilà, vous auriez dû me dire me préparer parce que non, on aime bien comme ça. J'ai lu un album sur 2 personnages, c'est sorti chez Dupuis en noir et blanc avec un dessin absolument magnifique. 2 personnages qui sont compositeurs classiques, 2 enfants abandonnés dans la forêt qui deviennent 2 grands compositeurs classiques. Et c'est une sorte d'histoire fantastique qui suit la vie de compositeurs du 19e siècle. Ça, j'ai trouvé ça magistral, alors que c'est pas mon univers, mais j'ai trouvé ça génial. Et puis, je sais pas. Il y a des auteurs que je suis de toute façon de manière inconditionnelle. Je vais acheter toujours leurs albums. Lewis Trondheim, Alfred. Mais c'est devenu tellement immense, la bande dessinée. Il y a 20 ans, je lisais... Je savais pratiquement, je connaissais tous les titres qui sortaient. Aujourd'hui, c'est impossible. Il sort 8000 titres par année. Donc non, j'ai complètement perdu le fil.
Tourner la page, je trouve que parle également un petit peu de postérité, quand même de ce que va laisser l'écrivain après en fait sa disparition. Est-ce que ça c'est un sujet qui te parle, qui te tient à cœur? Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse entre guillemets de savoir ce que aimeraient retenir les gens de toi, ce que tu vas laisser justement aussi à la postérité, que ce soit d'ailleurs par ton travail, par tes dessins, par tes bandes dessinées, mais pas aussi par ta personne? Est-ce que c'est un sujet qui t'angoisse ou qui t'interpelle, Alors, cette ça notion de m'angoisse, postérité? ça m'angoisse pas du tout, je dois dire, mais ça m'intéresse, je trouve ça curieux. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus la manière dont ce sujet fascine beaucoup de gens Mhm. dans le milieu artistique, mais même au-delà. C'est un Mhm. fantasme de savoir qu'est-ce que nos proches vont dire de nous quand on sera plus là. Ouais. On sait bien que au bout d'un certain temps, plus personne dira rien de Non. nous. Mhm. Donc, il n'y a pas besoin de s'exciter trop là autour. Mais c'est un sujet qui m'intéresse. Et puis, disons que j'ai basé l'histoire dans le milieu littéraire. Alors, c'est peut-être un peu cruel parce que j'aurais pu le baser dans le milieu de la bande dessinée, mais j'ai l'impression que l'ego est plus fragile dans le milieu littéraire, Mhm. aussi parce que tout le monde est écrivain. Mhm. Alors que pas tout le monde est auteur Absolument. de bande dessinée. Ouais. Un auteur de bande dessinée, ça demande quand même un certain nombre de talents techniques, Mhm. artisanaux, que tout le monde n'a pas. Tandis que tout le monde écrit, tout le monde sait écrire, et Mhm. tout le monde va vous dire, enfin, n'importe qui va vous dire à un moment, l'année prochaine, je prends une année sabbatique, j'écris un J'écris un roman. livre. Donc Mhm. pour un romancier, ce qui fait qu'il est romancier, c'est son succès. Mhm. S'il n'a pas de succès, Ouais. il n'est pas plus que Mhm. mon voisin qui va Ouais. écrire l'année prochaine. Mhm. Donc ça donne un statut hyper fragile. Et pour Mhm. un écrivain qui a été célèbre à un moment et qui ne l'est plus, souvent, enfin, moi j'en ai croisé pas mal dans des émissions, ils le vivent pas très très bien. Ils ont beaucoup besoin de dire qu'ils ont eu du succès. Ouais, Ah ouais. ouais, ouais. Ils ont beaucoup besoin de le rappeler autour de la table. Ouais, on le retrouve très bien d'ailleurs Ah, c'est à fond. dans la BD, c'est absolument ça, quoi. Pascal, tu aurais une dernière J'avais question? pas je voulais poser une question du scénario, mais tu y as répondu, Mhm. l'élaboration du scénario, comment t'es venue cette idée, mais tu y as dit un peu avant. Euh, Donc voilà. Merci beaucoup, Zeb, d'être venu. On Merci rappelle à toi, ouais. donc, hop, je remonte à l'image, donc tournez la page qui sera en librairie. Il faut lire à tout prix. parce que c'est Absolument, vraiment qui est bien. formidable Vraiment bien. et qui est disponible donc depuis hier, du coup, le 22 avril Ouais. en librairie. Si tu as 2 minutes, tu peux rester avec nous pour notre petit débriefing de Cannes. Bah, de la Mais- sélection Avec Je sais pas. plaisir. qu'on vient d'apprendre. Alors, donc Pascal, à toi l'honneur. Qu'est-ce qui t'a plu dans Alors, cette annonce je de vais cette faire sélection Très officielle? bref. Et qu'est-ce qui t'a agacé? S'il y a des choses qui t'ont agacé. Oui, il y a des choses qui m'ont agacé. D'abord, dans les points positifs, il y a le retour de plusieurs noms que j'aime. Andrei Dzagintsev, réalisateur russe que j'adore, avec Minotaur, est en compétition et je suis très heureux. Laszlo Nemes, que j'aime beaucoup, qu'on vient pourtant de revoir à Venise avec Orphan. Il est de nouveau là, avec un film sur Jean Moulin, qui s'appelle Moulin, avec Gilles Lelouch en qui acteur joue- principal, ouais. bon, ça, mais bon, on verra. Je suis quand même assez positif, assez... j'y mets de l'espoir, voilà. J'aime bien Jeanne Herry, qui est aussi en compétition avec un film qui s'appelle Garance. J'ai pas lu de quoi ça parle. Il y a aussi Lucas Dons, le jeune cinéaste belge, qui est en compétition pour un film qui vient, qu'il n'a même pas terminé. Je crois qu'ils l'ont vu. Frémois a vu hier. Ouais, ouais. voilà, il l'a vu il y a 2-3 jours. Mhm. En drame dans les tranchées entre deux hommes. Ok. Ça promet d'être bien. Je pense que ça sera bien. Dans les choses qui ne sont pas en compétition, moi j'aime beaucoup Bertrand Mandico, qui sera Ouais. en séance de minuit. Mais le problème de la séance de minuit, j'ai jamais le courage d'y aller, c'est trop tard. Ouais. J'arrive plus à y aller. Où on s'endort, quoi. C'est pas qu'on s'endort, c'est que j'ai plus l'énergie de la jeunesse. Mais il repasse le lendemain. Ouais, bon. Mm. Il y a un nouveau film d'Agnès Jaoui hors compétition, L'objet du délit, qui moi m'intrigue un peu. J'aime bien ce qu'elle fait. Pourquoi c'est pas en compétition? Ah, ça c'est le... Alors les coups de gueule, les choses qui me plaisent un peu moins, c'est qu'il n'y a pas de Bruno Dumont en compétition. Alors je m'arrête de respirer. Peut-être à la quinzaine. Ah, c'est Probablement toi la qui le dis, quinzaine. mais Ouais, j'espère qu'il est à la quinzaine. Ouais, S'il ouais. n'est pas à la quinzaine, là je bout de canne. Ouais. Je suis fâché tout Mais canne. c'est possible qu'il soit à la quinzaine. Bruno Dumont, donc Ouais. c'est mon cinéaste français ou favori, voilà. Et je trouve la compétition peut-être un peu politiquement correcte, mais je suis en désaccord parce qu'il faut dire que chaque année depuis 20 ans ou plus, je suis toujours un peu déçu par la conférence de presse. Je ne sais pas pourquoi. Mhm. J'attends d'être dans le vif du sujet. Et d'un coup, comment dire, les affiches les plus alléchantes sont parfois décevantes et l'inverse. Alors là, bon, il faut quand même préciser qu'il va falloir se farcir Charlotte Gainsbourg en Gisèle Halimi. Hein. Ah oui. Et c'est dans l'affaire l'affaire Marie-Claire. C'est en séance de Spécial. Ouais, ouais. Ils l'ont pas mis en avant, mais c'est le film où elle joue Gisèle Halimi qui a fait des levées de bouclier sur les réseaux. Donc bon. Et il y a Samuel Paty aussi, le film avec Samuel Ouais. Paty en hors compétition. Mais ça, il ouais. paraît que c'est plutôt bien. Ouais.
J'ai entendu que c'était plutôt bien. Et il y a des cinéastes que j'aime pas trop, comme Asghar Farhadi. Hamaguchi, je sais que tu devais être fan. Moi, Ouais, j'aime bien. ça va. Je trouve qu'on en fait beaucoup pour lui, un peu beaucoup sur lui. Et j'ai des craintes. Alors là, c'est des craintes sur le film de Léa Mysius, Histoire de la nuit, tout simplement parce que c'est l'adaptation dans des romans que je préfère des 20 dernières années, Histoire de la nuit, donc de Laurent Tu seras Mauvigné. forcément déçu. C'est en livre de 600 pages que j'ai lu en 2 nuits, qui est absolument génial. Et je vois pas comment on peut l'adapter. C'est non adaptable, surtout par Léa Mysius. Je serais forcément déçu. Ah, forcément. J'aime trop ce livre, c'est pas possible. Donc, en attendant, commandez, lisez Laurent Mauvigné, parce que tout ce qu'il a écrit est bien. Et puis on verra comme le film. Évidemment. Et toi? Bah moi, déjà, je pense que Thierry Frémaux écoute Grand Angle parce que parce qu'en fait, on s'était plaint que Cannes, il y avait pas assez de documentaires, pas assez de films d'animation, et en fait, il a ouvert la conférence de presse en disant maintenant on veut mettre des films d'animation, vous allez voir maintenant le documentaire, c'est des vrais films, on veut mettre des documentaires, mais les documentaires comme d'habitude, ils sont pas en sélection officielle, il les mis toujours hors sélection, hors compétition officielle. Il y aura notamment le documentaire sur John Lennon par Steven Soderbergh. On ne se pouille pas, là. Il prend quand même un grand nom qui se fait un, voilà, qui mais fait en un gros, film sur un grand nom. Absolument. Et puis, il y a un documentaire aussi sur Richard Avedon, qui est un photographe très connu par Ron Howard. J'ai noté. Alors moi, je suis plutôt content de la section parce que, contrairement à toi, je trouve qu'il y a un renouveau. Et là, il laisse la place à la jeune garde. Il y a moins de vieilles barbes, entre guillemets. La jeune garde au pouvoir. Il y a Ira Sachs. Moi, j'avais adoré Passage et j'attends son film The Man I Love. C'est pas nouveau. C'est pas... Il y a eu en compétition, oui, okay. 100%. Il y a Léa Mysius, donc, que toi, tu as peur avec Histoire de la nuit. Il y a alors, surtout l'un des films que j'attends le plus, c'est le film d'Emmanuel Mar. C'est celui qui avait fait Rien à foutre avec Adèle Exarchopoulos, que j'avais trouvé ça extraordinaire. Je sais pas ce qu'on trouve à ce film. Moi, je trouve ça incroyable. Bien, mais enfin bon. Non, vraiment. Et là, il est en sélection officielle avec un film qui s'appelle... Rien à foutre, qui n'est jamais sorti. Si, je l'ai vu. Si, je l'ai vu au Appui. Ah ok, alors c'est sorti dans les circuits Puy, Grutli. Absolument. Mais ouais, et là, qui va faire un film qui s'appelle Notre Salut. Bien sûr, Arthur Harari, moi, Onoda, j'avais trouvé ça extraordinaire. Et il revient avec. Donc là, en sélection officielle, Onoda était un certain regard en ouverture avec un film qui s'appelle L'Inconnu. Et le grand retour de Marina 2, qui avait fait donc Tony Erdmann, l'extraordinaire Tony Erdmann, qui avait disparu. Elle produit, mais en tant que réalisatrice, c'est son grand retour. C'est son très grand retour. C'est pas une réalisation. Si, bien sûr que si. Regarde je vais pas embêter. T'es sûr? 100%, j'ai regardé encore la liste. Elle produit ou elle co-écrit peut-être. Co-écrit? Ok. Je sais plus, elle est dedans, elle a un gros rôle dedans. Ok, à voir. Et le film s'appelle L'Aventure rêvée. Il y a Abenteuer. Ok, et puis donc je crois qu'elle produit, t'as raison, ou quelque chose comme ça, mais elle revient en tout cas avec ça. Je veux pas me faire mon malin, mais... Ok. Au niveau des mastodontes, je suis d'accord. Hamaguchi, toi t'aimes pas trop, mais moi j'aime bien. Il y a Moonju que j'adore. C'est plutôt bien Moonju, ouais. Il y a Na-Hong. Bon, on en a parlé tout à l'heure, ça te fait pas peur. On en a parlé off. Exactement, mais Na-Hong Jin qui a fait The Strangers. J'ai jamais compris ce qu'on trouvait d'horrible dans The Strangers. Qui est un film pour moi extraordinaire et qui revient avec un film probablement d'horreur qui s'appelle Hope en sélection officielle. Donc moi, les films un peu d'horreur comme ça en compétition officielle, je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc à voir. Il y a Winding Refn quand même hors compétition, qui est intéressant. S'il avait été bien, il serait en compétition, donc il l'est pas. C'est ce que les gens se disent. Her Private Hell, donc on verra. Et puis comme toi, en minuit, Mandico que j'adore, avec son film qui s'appelle Roma Elastica. Et puis il y a Dupieux aussi, Quentin Dupieux qui revient en minuit avec Full Feel. Et ce qui m'agace un peu, c'est l'absence de James Gray, mais peut-être qu'il sera annoncé les prochains jours. C'était le film peut-être qu'il est là maintenant que l'émission est diffusée, peut-être qu'il a été annoncé. Exactement. Parce qu'on enregistre un peu avant. Et puis Dumont, Herzog et Yann Gonzalez, ce sera peut-être à la quinzaine des réalisateurs, on verra. Pas les trois. L'un peut-être, mais on verra. Et Dumont, je pense qu'il est fâché. À moins qu'il soit rajouté en compète. À voir. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Au niveau de mes déceptions, moi, Sorogoyen, j'aime pas du tout. Donc, ils sont en sélection officielle. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez lui? Je sais pas, j'aime Asbestas, je trouve ça bête, mais bête, non, ça va. Je trouvais ça vraiment raté. J'aime pas du tout j'avais pas du tout aimé Je verrai toujours vos visages là de Jeanne Herry, qui est là en sélection officielle. Qui est très démonstratif. Franchement, je vois pas ce qu'elle fait là. Farhadi, comme toi, ça me fatigue. Lucas Dont, contrairement à toi, j'aime pas trop. Et puis il y a films, ils sont bien. Et il y a Charline Bourgeois-Taquet qui avait fait Les Amours d'Anaïs et qui est aussi en sélection officielle. Alors moi, ça me semble je suis pas sûr d'avoir vu Ces Amours d'Anaïs. Ouais, c'était à la semaine de la critique d'ailleurs. Et ça me semble un peu surévalué. Mais honnêtement, moi je trouve que
grosso modo, c'est une sélection plutôt cohérente qui fait la part belle à des nouveaux cinéastes, quand même, à une nouvelle vague de cinéastes, tout en ayant évidemment les mastodontes. J'ai oublié, il y a aussi Almodovar, Il y a qui est en Almodovar, ouais. sélection officielle. Donc je trouve plutôt pas mal, donc on verra. Non, ça va, À voir. puis on peut pas, on juge une liste de noms là, on n'a pas vu les Exactement. films. Et bien voilà, se conclut le 14e numéro de Grand Angle. Merci à toutes et à tous. Merci à Zeb, merci à toi. Beaucoup Zeb d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle encore une fois, donc tournez la page qui sera en librairie à partir du 22 avril. Et puis nous, on aura une dernière émission avant le Festival de Cannes d'ici une quinzaine de jours. Et puis ensuite, on aura une ou deux émissions, on espère, durant le Festival de Cannes. Voilà. Exactement. Donc merci à tous, à très bientôt. Puis, évidemment, une après Cannes. Évidemment, pour un Ça. grand bilan, Voilà. évidemment. Notamment. Ciao à tout le monde, merci Salut Zeb à encore, tous. à bientôt. Merci, ciao. Ciao.